Engel. Excuse-moi, j'ai un En mode avion avec Fred Testo. Donc, Eric et Richard sont en mode avion aujourd'hui. Bonjour Eric et Richard. Bonjour Fred. Alors, qui veut commencer? Parce que l'idée, c'est que, évidemment, comme il n'y a pas d'animateur, c'est une conversation, on découvre des gens, on se rencontre. C'est ouvert. Et on dit, par exemple, tiens, Eric, Eric, toi, ou Richard, après ça dépend de celui qui veut commencer, mais comment t'as commencé, Eric? Comment j'ai commencé quoi, Fred? Bah, dans ta vie, je sais pas, tu voulais faire quoi pourquoi Alors, on va parler du métier ou pas, Alors, mais après, regarde, ça quand part en j'étais petit digression. garçon, comme Voilà, beaucoup de petits garçons, j'avais envie d'être astronaute, pompier, vétérinaire. Et puis rapidement, je me suis rendu compte que c'était des métiers où il fallait porter des uniformes qui tiennent chaud, qui sont pas toujours saillants. Et puis à l'aube des 16 ans, j'ai lâché le sport pour faire de la musique. Donc en découvrant à la fois la guitare basse, la musique rock et tout ce qui allait autour, je me suis rendu compte que c'était peut-être une voie à suivre. Et puis le hasard faisant, j'ai rencontré les gens d'une radio qui à l'époque, ça était encore libre, s'appelait WeFM, une radio rock. De fil en aiguille, les types de cette radio m'ont dit mais qu'est-ce que tu te fais chier à faire des études de pub? La pub, franchement, c'est so 80s. T'aimes la musique, pourquoi tu t'intéresses pas de plus près à ça? Ne sachant qu'y faire, j'ai commencé par faire de la promotion dans un petit label indépendant qui s'appelait New Rose. Un label des années 80, un label punk, qui est devenu un petit peu culte pour ceux qui sont encore un peu, on va dire, des aficionados des vrais groupes de rock. Il y avait quand même The Cramps. Alors The Cramps, la crampe, on connaît. La crampe en Les français. Berruriers Noirs. Les Berruriers Noirs. Beaucoup des groupes punk français étaient signés sur ce label, mais il y avait aussi ce qu'on pourrait qualifier de magnifiques losers, des types qui, dans la vraie vie, en fait, ramassaient des capsules de bière au Texas pour manger, et qui, en France, avaient un succès relatif comme Calvin Russell, ou encore Alex Chilton, qui a écrit ce morceau qui s'appelle The Letter. Ah oui. Si vous connaissez ça? Ouais. Give me a letter for an airplane. Très drôle parce que c'est la chanson que j'écoutais avec Monsieur Eddie Mitchell dans la loge, quand je jouais à Saint-Jean-Hiver au Théâtre de Paris avec lui. Et on mettait tout le temps ça à fond dans la loge et on le laissait chanter par-dessus tout en mangeant des huîtres. On faisait ça le samedi entre deux représentations. Bon, amateur de bonne musique quand même. Eddie monsieur. Mitchell, je Ouais, pense non, que parce que moi je suis assez complètement même zéro au niveau culture musicale, mais j'aime plein de choses et c'est vrai qu'à chaque fois ça je l'ai retenu parce que c'est en plus un moment de vie. Souvent une chanson, il y a en plus quelque chose qui t'a marqué quand tu c'est le tout retiens. l'intérêt. Je pense que en fait la musique, comme plein d'arts dits mineurs, en fait reflète complètement. C'est des instantanés de notre civilisation au moment où on est. Enfin, d'ailleurs, on y reviendra peut-être parce qu'en ce moment ça va pas très bien. Et puis on voit la musique qui émerge. Et donc, c'est vrai. donc je me retrouve dans ce petit label qui au bout d'un moment ferme parce que la musique. Comme on vient de le dire, c'est un instantané, donc les choses changent. Je me retrouve dans le milieu des années 90, bombardé dans un label anglais, EMI. Et là, je m'occupe de labels de groupes anglais, de Blur, de Radiohead, de Supergrass, des Pet Shop Boys. Et c'est là où je rencontre cet énergumène, Richard, qui lui, à ce moment-là, est artiste pour un des labels d'EMI. Et là, je te passe le relais. Bonjour, Richard. Bonjour Fred. Nous sommes Vachement en sympa, 1994 et après une carrière assez mirifique à Orléans où j'ai monté différents groupes, je signe chez Chrysalis EMI avec un groupe qui s'appelait Sherpa. Et c'est mon premier contrat discographique. C'est lui qui te signe ton contrat? Non. Ah. Non. Non, on avait le même âge. D'accord. Voilà, moi j'étais du côté obscur de l'artiste, tu vois, à qui on donne un gros budget à l'époque pour faire un album qui pourrait être fait en 3 jours maintenant. Lui, il est côté producteur. Je suis côté producteur, je suis côté marketing label. Voilà. Et on s'est rencontrés à cette époque parce que il y avait encore les grands raouts de séminaires des maisons de disques, tu sais, à la montagne, à la mer, où ils invitent encore les artistes et les gens du label pour présenter les nouveaux artistes et tout ça. Donc c'était encore sympa. Donc j'ai fait un DJ set à la Plagne. Ah, voilà. Ce qui est quand même, Do you ski? ce qui est pas dégueu, tu vois. Avec DJ. Merci. Et bon, de fil en aiguille, après quelques années passées dans ma première major, je me retrouve à enchaîner dans une seconde, Sony Music, où j'entre chez Columbia. Alors l'histoire est marrante parce que, merci Fred, à ce moment-là, je m'occupe de groupes avec lesquels je suis en osmose complète. On a le même âge. Moi, je suis plutôt d'une culture rock anglaise. D'ailleurs,
c'est une anecdote, mais mon patron, et je lui rends hommage parce que depuis, le pauvre et nous a quittés, il s'appelait Patrick Maté. C'était un des rares mecs qui a fait HEC, qui était patron d'un label indépendant, avec Marc Zermati, qui lui aussi est décédé malheureusement il y a très peu de temps. Et donc ce type me reçoit dans un bouge, quelque part à la porte de Paris. Et quand j'arrive, moi, à l'époque, j'ai aucune idée de là où je mets les pieds. Je travaille chez Stratégie, où je vends de la pub à des agences de pub. Et donc, j'ai un costard bleu pétrole, je suis ridicule. On voit l'image. Et le mec me reçoit, il a un ceinturon énorme, des bagues en turquoise, une moustache paillasson, il fume des picadouros. Ça pue dans son bureau. C'est imagé, hein. Non, mais écoute l'histoire. Et le mec, tu vois tout de suite le personnage. Tu vois, le mec me dit, picture this. Le mec me dit, alors comme ça, petit, tu veux bosser dans la musique? Bah, oui, j'aimerais bien, monsieur. Bon, mais alors t'aimes quoi? Bah, plutôt le rock, monsieur. Mais alors le rock anglais ou américain? Oh, bah, de préférence anglais. Ah bon? Mais alors, c'est quoi ton groupe préféré? Bah, moi, j'aime bien les Kings. Ah bon, les Kings? Mais moi aussi, c'est mon groupe préféré, mais direct, ça a tilté. Et c'est quoi ton morceau préféré? Et là, je lui dis, bah, c'est Waterloo Sunset. Ah, bah, c'est génial, c'est mon morceau aussi. Bon, bah, si tu vends de la pub à des agences de pub, tu vendras de la musique à des attachés de presse. Allez, je te signe. Et je suis ressorti avec une promesse d'embauche comme ça, en me disant, merde, c'est réel ou pas? C'est une caméra cachée, il y a Béliveau qui est dans un coin. Donc, ça a commencé comme ça. De fil en aiguille, je vais à un concert d'un type, comment il s'appelle? Putain, j'ai oublié son nom. Allez-y, commencez. C'est Elvis Presley. Non, un type super dont le père est mort au même âge que lui, c'est Jeff Buckley. C'est un concert au Passage du Nord-Ouest. Le mec est tout petit sur scène, il a une guitare Les Paul, il est en solo et il te fait passer de la joie aux larmes, aux frissons, enfin une émotion comme je n'en ai probablement pas senti beaucoup face à des musiciens. Ouais. Et en sortant de là, je me dis, ce type-là, c'est simple, je veux bosser avec lui coûte que coûte. Et donc, je lâche mes groupes chéris, mes groupes anglais, les Blur, les Supergrass, qui étaient des fêtards improbables, pour faire le forcing, en fait, chez Columbia. Et là, on me reçoit, et au bluff, je trouve mon premier contrat chez Sony. Bon, manque de bol, ce type-là a fini par se noyer dans le Mississippi quelques mois après mon embauche. Et au lieu de Jeff Buckley, j'ai plutôt travaillé avec Maria Carey et quelques autres. Pas mal aussi, hein. C'était marrant, il y a pas mal d'anecdotes assez amusantes. C'est pas dégueu, hein. Et donc, ça remonte maintenant à quand même pas loin de 23 ans. Et donc, en 23 ans, au sein de ce groupe, ce joli groupe japonais, j'ai écumé à la fois le marketing, le digital, le droit à l'image, blablabla. Tout, en fait. Et aujourd'hui, je m'occupe de musique à l'image, donc je vends des droits à des producteurs, des réalisateurs, des musiques superviseurs, tout type d'utilisation des enregistrements des artistes pour des propos de fiction. D'accord, ouais. Fiction ou court-métrage ou autre. Hein. Et à l'époque, ça quand même tout s'est enchaîné en fait. C'est quand même ça aussi qui est un truc aujourd'hui qui nous paraît un peu plus compliqué. Quand tout s'enchaîne d'une rencontre vers une autre, d'un mec qui aime une musique. Oui, mais à l'époque, le business, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas le téléphone portable. Le business de la musique était aussi fait de gens à l'époque qui n'avaient pas spécialement fait des études, ils n'étaient pas spécialement corporate, et donc tu pouvais facilement quand même à la fois gravir les échelons d'un côté. Enfin, il y avait un espèce do it yourself, quoi, tu vois. Donc le stagiaire peut devenir le patron, quoi. Oui. Oui, bah, c'est arrivé. Hein. Et puis on connaît des coursiers qui sont devenus patrons de label. Et puis quand tu étais de l'autre côté de la musique, comme moi en tant qu'artiste, tu pouvais aussi bifurquer sur faire une musique de pub, un truc. Enfin, tu vois, il y avait. Oui, en fait, c'est très large. Il y avait une ouverture on encore. Proposait. Oui. Ouais. Il y avait peut-être moins d'étiquettes alors, du coup. Bah, il y avait, il y avait moins plus d'attitude que d'étiquettes. Ouais. Pardon pour la formule. Ah, mais c'est intéressant. Et puis, tu avais encore, entre guillemets, du pognon pour développer et raconter des histoires. Aujourd'hui, c'est difficile de raconter des histoires en musique, de prendre le temps de raconter des histoires. Voilà, le temps est un une espèce notion. de delivery qui est... mais est-ce qu'à l'époque, on laissait quand même plus grandir les gens? Oui. Le temps de grandir. Oui. C'est ça Oui. aussi. Oui. Bah, on misait sur des développements de carrière, pas sur des coûts. Et puis surtout, il n'y avait pas cette notion, mais c'est une accélération culturelle, une accélération sociétale aussi. Hein. Sans les moyens de diffusion qui sont les nôtres aujourd'hui, tout prenait plus de temps. Oui. Il fallait que des journalistes de presse puissent rencontrer les artistes. Le temps d'écrire et de publier, déjà, il se passe 1 mois et demi. Hein. Oui, si tu veux, quand tu sortais un film ou un disque, tu balançais pas forcément un lien. Un mec, de toute façon, va jamais te voir, on va jamais voir le film. Quoi, on va le voir en scrollant. Aujourd'hui, ça va même encore plus loin, c'est que tu as des gens qui te font des stories sur Instagram ou autre, et tu as l'impression de presque avoir déjà vu des bouts du film où tu dis, bon non, mais de toute façon, je connais l'histoire. Bah, c'est vrai. C'est de la restauration rapide des médiatiques. Comme tu peux faire une critique de disque
presque une critique de film, Ouais. en scrollant vite fait, c'est ça. Oui, en c'est regardant le dossier de presse, en racontant ce que ça raconte, et en se disant ok, ouais, ce film, blablabla, sans que le journaliste. Moi, je viens de sortir mon premier doc, et moi, j'ai vu des critiques de mon film là. En gros, le mec, c'est des phrases du dossier de presse qu'il reprend, mais il dit pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Ouais, ça, c'est gros, quand même. il dit, ce film, c'est ça. C'est une maladie d'aujourd'hui quand même. Ouais, c'est un truc où. Il y a même des gens qui reprennent des articles sur Internet, plusieurs articles pour en faire un nouveau. Bien sûr. Mais c'est vrai que l'époque dont on parle, sans jouer les vieux cons, elle remonte pas à si longtemps. Et il y avait des moyens pour se développer, des moyens pour faire des rencontres. Tu avais encore des patrons, des tauliers de boîte qui te disaient putain, tu m'as chopé tel artiste, c'est super. Ok, ça coûte combien, machin. Bon, c'était pas qu'une histoire d'être dans un confort absolu. C'était dans une tradition de maison de disques où tu laissais le temps au temps. C'est-à-dire que des mecs comme Bachung, sans le temps au temps, n'auraient jamais existé, quoi. Parce qu'ils ont eu des non-succès. Tu vois, ce mec, il cartonne dans les années 80. J'en profite pour parler du Philippe Barbeau, qui est un ancien de Télérama, vient de sortir un super bouquin sur Bachung, sorti hier, je crois, qui vraiment explique à ceux qui connaissent pas ou qui découvrent Bachung toute une période de vie, 10 ans. Ça aussi, hein, c'était fou. C'est hyper bon, ça. Alors moi, j'ai pas goûté à ça, j'y vais. Alors, mais c'est assez intéressant ce que tu dis. C'est le temps où le temps avait un peu plus de sens qu'aujourd'hui, quoi. Bah oui, c'est l'idée de ce podcast, c'est de prendre du temps en mangeant des bonnes choses, en buvant un coup, en laissant le temps au temps. Moi, ça me rappelle l'émission de Pascal Clark en aparté. Génial. Bah ça, c'était une super émission. Tu te pointes, tu as des caméras, tu es libre. Tu es libre de prendre ton temps, bon, même si c'est 1 heure et tout ça. Oui. Mais en tout cas, tu es seul, tu racontes des trucs, tu es dans un appart, tu as ton disque préféré et tout ça. Moi, si j'étais pas passé par Sony, je n'aurais pas rencontré les gens qui nous permettent de faire ce podcast aujourd'hui. C'est chez Sony que j'ai rencontré certaines des personnes qui aujourd'hui sont productrices du podcast. Alors, ça, c'est intéressant parce qu'on parle d'artistes, on parle de moments, mais il y a autre chose. Moi, j'ai noué, je pense, mes histoires amicales les plus encore fortes aujourd'hui dans cette période de temps. C'est-à-dire des gens... Ah oui, on a vécu des tels moments, à la fois parfois de liesse, mais aussi de galère, et de galère sans nom, où tu te retrouves à bosser un 1er mai... avec des divas qui tout d'un coup te disent « Ah ben d'accord, moi je vais chanter ces 2 morceaux en playback pour ouvrir un match de rugby parce que le patron de telle émission de radio est patron également du club de rugby. Mais alors il faudrait que j'ai le chorégraphe de Madonna et puis il faudrait me trouver 20 personnes qui vont danser et puis il faudrait des fumigènes et puis et tout ça se passe en 24 heures et c'est le 1er mai et tu gères aussi un budget et en fait tu dors pas et tu te dis mais les gars, jusqu'où s'arrêtera-t-on, quoi? C'est magnifique. Et en plus, le 1er mai, tu dois aller chercher du muguet en général pour aller chez les parents. Bah oui, normalement, t'es chez ta mère, t'es pas avec Ricky Martin. Voilà, merci. Merci de faire la chute. C'est pas évident. Et t'as réussi? Alors, j'ai présenté Ricky Martin à ma mère. C'est un fiasco. Hein. Voilà. Mon père était encore en vie. C'est plus que c'était les latinos. Mais c'est marrant parce que tu me fais penser. Un jour, j'avais rencontré l'ami d'un pote qui était concierge d'un grand hôtel, un grand palace parisien. C'est des vannes comme ça aussi qu'ils ont eu à gérer. À 4h du matin, t'as un coup de fil et il faut le maillot signé de Rai à l'époque, imagine. Mais c'est que des délires comme ça. C'est toutes les histoires qu'on a lues à droite à gauche sur certaines divas qui te disent « Ah ben attends, moi je voudrais des M&M's. » Mais il faut pas qu'il y ait de verre. Alors comment tu fais pour éviter qu'il y ait des verres? Tu les tries. Donc en fait, avec des petits bols et tu tries tes petits M&M's à la con et tu te dis attends déjà le sucre a priori est très mauvais pour ton régime de diva, mais en plus tu me fais perdre quand même 2-3 heures de mon temps et mon temps est aussi précieux que le tien. Bon. C'est ouf quand même parce que ça dans la musique, dans la pub ou dans j'imagine le cinéma, quand même des choses. Je pense que la musique c'est le plus fou parce que le cinéma c'est le direct délirant, non? Tu crois pas que le cinéma c'est pareil? Non, je sais pas dans les règles peut-être, mais s'il faut aller chanter à tel endroit et avant faut mettre les gens bien parce qu'ils peuvent repartir ou. Non mais attends, ça va jusqu'au point de. À l'époque, j'étais chef de projet de gros artistes et je recevais des listes de desiderata de l'artiste. Alors souvent émis par son manager, tu sais même pas si c'est l'artiste qui a demandé ça. C'est ça, c'est la question que je voulais. C'est la norme. Partout où l'artiste se déplace, il faut que ça soit respecté. C'est le prérequis. Et dans le prérequis, il y avait des choses complètement dingues, mais amusantes, comme il faut qu'il y ait des extracteurs d'air, des humidificateurs d'air. Ils doivent être placés à 20 cm de mon lit. Alors si c'est à 25, on ne sait pas ce qui va se passer. Hein. Donc t'as un mec qui vient avec une tu vois, on joue au boule, quoi. Le mec qui vient avec son petit mètre pour vérifier que c'est bien à la bonne distance. Ça, ou
il me faut des bouteilles de cristal Roderer, du champagne, pour ceux qui ont on peut le reciter, on va peut-être faire un deal avec eux. De cristal Roderer. Ouais. Alors moi je l'ai fait, puisqu'en fait l'artiste en question, elle buvait pas le champagne. Donc fallait bien. Moi je viens d'un milieu où on ne gâche pas. Hein, voilà. Là par exemple, tout sera. S'il y a du pain, je sauce le poisson. Moi Parce qu'on demandait des bouteilles, mais on les buvait pas. La personne ne les buvait pas. Alors je peux te dire que c'était juste pour faire genre. J'ai fait la voiture balèze, qui explique ce physique un peu abîmé malgré mes 25 ans. Ouais, tu trouves très bien. Un jeune type de 25 berges. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que on ne sait pas qui a fait il y a un nom d'ailleurs, la Rider List, ou un truc comme ça. Le Rider. Parce que moi j'avais fait un spectacle il y a 2 ans, tout seul, que je coproduisais. Et donc moi j'étais avec une de mes amies qui était toujours avec moi pour le texte et tout, etc. Mon coproducteur, mon pote, était pas tout le temps là, mais donc sinon on était tout le temps tous les deux. Donc avec mon ami qui jouait aussi un truc pendant un spectacle et qui faisait un peu office de tout, quoi, tu vois, de tout gérer derrière. De personal assistant et de manager. Et d'amis aussi, parce que tu te retrouves dans des villages de 30 habitants et tu es content d'être avec ton ami avec qui tu vas passer une bonne soirée au moins. Des fois tout seul ça peut être dur. Oui. Oh là là. Et il y avait un régisseur qui faisait la lumière et le son ou une régisseuse, ils se partageaient le boulot. Mais donc nous on les voyait pas, ils arrivaient toujours en avance. Moi j'étais un peu stressé au début, normal, les premières dates quand tu cherches et tout. Et puis après, et quand ça a commencé à aller mieux, j'ai fait gaffe et je vois le rider, parce que je voyais des trucs dans les loges, des fois je me dis c'est bizarre. Pourquoi il y a un truc avec des ampoules, un miroir, moi je me maquille pas. Ah bon? Pourquoi il y a une... Enfin là oui, je me suis maquillé pour... Aujourd'hui, ouais, t'es bien là. Et il y avait genre trucs comme fer à repasser, des serviettes sous plastique, serviettes de douche, machin. Alors qu'à chaque fois on était à l'hôtel, on se douchait après. Bon. Et un jour, je lui dis putain, je demande à ma copine Billy, donc avec qui je bosse, je dis tu peux aller chercher le rider, il y a un problème, t'es d'accord? C'est bizarre, non? Ouais, le frigo, il y a plein de trucs, il y avait 3 bouteilles de machin. Que nous on demandait si vous avez une bouteille, un bout de fromage, un coca, une banane. Et nous on est voilà, mais c'est selon. Et en fait, lui, comme il a travaillé, exiger, quoi. Il a travaillé avec des gens comme ça. Ouais. Qui lui ont demandé, et le mec était formaté, donc très bon dans son boulot, sauf trop à vouloir trop bien faire. Et là, on regarde le truc, et là, je vois serviette bouillie à tant de degrés, et il avait repris un truc de quelqu'un dont je ne citerai pas, avec qui il a bossé, et j'ai dit, et moi je me suis presque engueulé. Excusez-moi, c'est un point important, on ne cite pas, c'est ça? On ne cite pas. Ah ouais, là, on peut citer à des moments pour ceux qui ont envie. Moi j'avais envie de parler de Jennifer Lopez, mais on ne cite pas alors. Ah, on a le droit, là, c'est tout ce qui est, tous les Français comme Jennifer Lopez, Maria Carey, ou Ricky Martin, on peut. Cela on peut en parler. Elvis Presley, tout ça. Non mais donc ça peut être à double tranchant, tout ça pour dire parce que là, en l'occurrence, moi j'avais rien demandé. Moi j'avais besoin de rien. Tu vois, mais il serait temps de demander, Fred. Oui, là j'ai demandé, t'as vu, un petit verre de blanc et puis un peu, finissez ça le ton gras. Richard, je vous en prie. Non, je t'en prie, ça me Vous êtes dans une logique de sous-nutrition ou quoi? Parce que des fois, c'est l'entourage des gens dans le business qui peuvent péter un câble. Là, en l'occurrence, c'est toi qui étais un mec bien, parce que toi, tu finissais le cristal Roderer. C'est un champagne, pour les gens qui ne connaissent pas. La conscience professionnelle. Un champagne de marque, le premier prix. Donc après, allez-y. Après, quand tu débutes, alors Eric a bossé du côté obscur de gérer les artistes. Vraiment, Et moi, j'ai l'autre côté. Donc moi, je faisais ce groupe qui s'appelait Les Sherpas, donc en 94 à Paris. C'est très bien. Hein. Ah ouais, franchement, on se régale. Une espèce de triple saveur. Non seulement vous êtes tous très sympas, mais en plus c'est très bon. Hein. Et en même temps, triple saveur, on est 3. Hein. Mais nous, c'est ce qu'on veut aussi avec le podcast, c'est ramener du monde ici, parce qu'ils ont déjà tellement trop de monde, donc ils en veulent encore plus pour pouvoir gérer. C'est un peu le triple chase. Ouais, triple chase. Délicieux, hein. Tu connais la maison. Un peu d'anguille, on va pas faire les radins. Moi, j'en mange jamais d'anguille ici, c'est... Ah, mais l'anguille, c'est très bon. En plus, ça a des vertus. Ah, mais depuis Maïté qui avait tapé des anguilles sur France 3, dans son émission de cuisine... Non, je crois que tu confonds. Maïté, c'est l'ortolan. Non, et aussi... Elle a fait l'ortolan. Elle a fait l'anguille vivante. Oui, mais il y a aussi Alain Delon dans le clan sicilien qui tue le poulpe. Ah oui, c'est comme ça que tu tues. Ouais, mais bon, c'est Alain Delon. Pour moi, c'est normal. Mais non, mais c'est comme ça qu'on... Mais le poulpe, c'est comme ça qu'on le fait, les gars. Mais je sais. Même si t'es pas Alain Delon. C'est une belle scène, hein. Et donc tu disais, toi t'as pété un câble complètement. Non, j'ai pas pété un câble, mais moi non, c'est pas ça, non. Enfin, tu as raison. C'est pour Maria Carey. Le mec qui veut créer un buzz sur son podcast. Donc toi, à un moment donné, t'as pété un câble, je crois que t'as vraiment... Oui, c'est ça, oui. J'ai dérapé, clairement, pour en parler comme ça. J'ai fait agressé des enfants. Psychanalyse, hein, enfin, tu vois, à cause d'un rider, quoi, qui était mal... Non, mais c'est très drôle, parce qu'on va voir les deux points de vue. Le côté production et le côté artiste. Oui, alors moi, j'étais pas du tout dans la demande parce que j'étais un petit artiste en développement. Pas de M&M's de couleur verte. Non, pas de vert, pas de M&M's vert.
Mais en France, on vendait un peu de disques, mais sans plus. Mais au Canada, on était un espèce d'épiphénomène. Donc c'était à Québec, évidemment. Ah, c'est drôle ça. Et donc j'ai joué au Midem à Cannes, tu sais, le festival de musique machin, en 96. Et il y a une nana de EMI Canada, donc la maison de disques, la filière canadienne où travaillait Eric, qui trouve le groupe super bien et qui nous dit, écoutez, je pense qu'on peut faire vraiment la sortie de votre disque là-bas au Canada. Il faut venir en mai et tout. Donc on fait un premier concert où on remplit un petit club, tu vois. Et on revient l'été pour le festival des Francopholies de Montréal. Et là, on est bigger than life. C'est-à-dire que t'as ton clip qui passe dans les télés, mais dans la rue, qui passe 10 fois par jour, 20 fois par jour. Tu te lèves à 7h du matin pour faire des interviews avec des mecs qui viennent de Chicoutimi, qui te disent on aime beaucoup votre micro-sillon, là les Sherpas, vraiment c'est super. Et donc j'ai connu un autre truc, c'est que moi j'étais pas du tout dans le truc, je veux un rider, je veux ça, je veux ci, je veux ça. Mais quand ils nous accueillent dans un hôtel un peu, tu vois, en fait j'ai connu l'espèce de Wall of Fame d'une période. Oui. Ouais, d'un coup, en fait, il y a tout qui change. Où t'es un peu star, tu vois ce que je veux dire. T'es star en plus, t'es pas star dans ton pays. Donc en fait, on arrive dans l'hôtel et moi, j'ouvre la porte de ma chambre et c'est carrément 75 mètres carrés. Et je dis à mes potes, je dis putain, c'est cool, on va pouvoir être super bien ensemble. Et oui, tous ensemble. Mais non. C'est pour vous. Wow. Ah d'accord. Le lendemain, on fait l'émission de télé de l'équivalent de Michel Drucker. Et donc voilà, donc c'était assez marrant si tu veux de voir aussi comment ça se passe quand t'as du succès. Là, j'avais 24 ballets, tu vois. Donc en France, ça vivotait. Et là-bas, si tu veux, c'était assez drôle. Tu fais des salles de 3000 personnes, alors qu'à Paris, t'en fais 300. Et puis t'as ta chambre qui fait 75 mètres carrés quand même. T'es bien traité. Donc t'es bien traité et t'es bien bossé aussi. Ouais. Donc c'était. Accessoirement, c'est vrai que quand t'es bien traité, tu bosses mieux. Je pense que c'est vrai, non, mais en plus de ce côté-là, parce qu'après il y a des gens qui s'habituent à ça et qui peuvent avoir la réaction inverse. Je dire, attends, mais moi on me dit pas non, moi pourquoi j'ai pas une ça c'est un vrai problème. C'est-à-dire que quand t'as eu du succès et tout d'un coup t'en as moins, les gens qui investissent parce qu'il faut pas se leurrer, une maison de disques, qu'elle soit indépendante ou que ce soit une major, elle investit pour un retour sur investissement. Ouais. C'est logique. Ouais. C'est pareil en cinéma, c'est pareil c'est du business, dans tous les domaines. C'est du business. C'est pas du mécénat. C'est le show business, mais il y a quand même business. Enfin, il y en a, mais... Non, mais on peut faire un peu de mécénat, mais il y a toujours cette vision de, bon, ok, dans 2 ou 3 albums, cet artiste va éclore et va atteindre sa vitesse de croisière en tant qu'artiste. Et on retombera sur nos pattes. C'est très difficile, je pense, quand t'es artiste. Surtout quand t'es jeune. Imagine, t'as moins de 30 ballets, ça te tourne la tête, c'est impossible autrement. C'est ce qui m'a, entre guillemets, vu que le succès était un peu compliqué. Assez étrange, parce qu'en France, ça marchotait. Mais au bout d'un moment, ton album, il est... tu vois, c'est bon, quoi. Ça fait 6 mois qu'il est sorti, t'as fait des concerts. Oui, ça n'a pas pris, alors on passe à autre chose. De l'autre côté, t'as une espèce de pseudo-carrière, mais c'est à Québec, c'est un épiphénomène, tu vois. On n'est pas en train de parler de Daft Punk, c'est pas un truc mondial. Il y a cette connerie française aussi où ça marche au Canada, ce snobisme français. Ça marche au Canada, ouais, bon. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Mais moi, ça marche au Canada, ça nous intéresse, quoi. Cette expérience m'a fait bifurquer sur, plus qu'un artiste, j'ai plutôt envie de produire des choses, d'être plus un entrepreneur de la musique aussi, et d'aller faire des musiques de pub, de films, de découvrir des... Cette première expérience, ça m'a donné ça. C'est-à-dire, je me suis aperçu que c'était cool d'avoir des bonnes conditions, d'être un peu un petit mec d'Orléans qui fait des groupes et tout d'un coup tu signes à force d'eux, tu vois. Et à un moment, je me suis dit, en fait, j'ai pas envie de rentrer forcément dans ce cycle, faut faire un album tous les temps, de faire des tournées, des trucs, parce que même les gens les plus connus se plaignent aussi de ça. Ce qui était vrai à cette époque-là, qui ne l'est plus aujourd'hui. Voilà, oui, bien sûr. La logique, il y avait ce cycle. La chronologie des médias, comme on l'appelle en cinéma aujourd'hui, même en musique, elle existe et elle a changé du tout au tout. Ouais. On en parlera peut-être après, mais Et c'est vrai qu'en tant qu'artiste créatif, tu te dis à un moment, où est-ce que je vais aller chercher une espèce de raison de créer et de recyclage. Quand toi tu fais par exemple Omar et Fred, il y a une logique aussi après à ce que tu fasses du cinéma. Enfin tu vois parce que je veux dire, tu joues la comédie, t'es dans un programme court. Mais ça va même plus loin. Et en même temps tu joues la comédie. C'est humoristique. Mais moi, pardon de te servir la soupe, mais je trouve que les moments où tu as été le plus waouh, c'est justement quand tu sors de la comédie où on se rend compte qu'en fait, ce type qu'on a connu comme ça est capable de faire 1000 milliards d'autres choses. Voilà. Et c'est la dimension artistique, c'est le sens du développement artistique. Et en même temps, dans ce que vous faisiez, mais ça c'est l'école Canal, je pense, c'est aussi de faire de l'humour. À ce propos, je l'ai dit qu'il y avait Michel Denisot qui était là. Il est là ? Il veut participer au podcast, mais je lui ai dit non. Ouais, il voulait se mettre à dégage, il n'y a pas assez de poisson pour toi. Non, parce qu'après, il va me piquer ma place. Le podcast de Michel. Le ton rouge, on sait que c'est... le podcast de Michel... C'est mon podcast, ok ? C'est moi qui l'ai fait. Bah alors, tu vois, comme on dit que tous les chemins mènent à Rome... Ça dérape.
Californien. Toutes ces... Alors attends, par contre, il y a beaucoup de poissons, mais il n'y a pas beaucoup de vin, c'est normal? Ah, très bien. Oui, c'est un restaurant. C'est un restaurant à poisson plutôt. C'est un restaurant sans alcool, hein, je crois. Bon alors, en tout cas, au-delà de tous ces trucs-là, Richard, moi j'aimerais bien que tu racontes un peu ce que tu as fait. Moi j'ai dit ce que j'avais fait. J'ai fait du jumping from love to love, de maison de disque en maison de disque, etc. Mais toi, tu as continué de faire plein de choses qui t'amènent à ton actualité du jour, là. Et c'est des années de bourlingue. L'enchaînement des choses. D'être devant. Il n'y a pas de hasard, Fred, il n'y a que des rencontres. Non, je suis d'accord. Ça, c'est le béaba. Oui, et il y a aussi des bons moments avec des personnes qui sont là. Et après, il y a autre chose. Tu vois, il y a autre chose avec eux que tu revois, ou bien même il y en a que tu revois plus jamais. Et c'était un moment donné qui était incroyable. Et ça, c'est dans cette époque-là aussi. Des fois, c'est même pas bien si tu les revois. Quand tu les revois parce que tu vois le temps qui passe. Non, mais je veux dire, d'autres qui ont choisi d'autres trucs aussi, tu vois. Non, mais tout ça pour dire qu'il y a des gens, voilà, ça peut être très bien une période. Voilà. Tu peux avoir un truc qui est magique à un moment donné et qui est plus magique à une autre période de ta vie. Bien sûr, mais parce qu'on change tous, parce qu'on évolue. Après, moi, mes amis d'enfance, par exemple, c'est toujours les mêmes. Donc, j'ai toujours 5 amis, c'est les mêmes. C'est la même bande. Et après, il y a des rencontres ou aussi des gens avec qui tout de suite, tu as des affinités. De cette école-là, un peu. Oui, mais tu as des affinités tout de suite, comme, je sais pas, moi, Alex. Je pense que tes amis d'enfance, Fred, il y a des choses tes amis pour la vie. Voilà. Parce que ça te ramène à un endroit où toutes les difficultés de la vie, où les bonheurs, où les folies n'ont pas cours. C'est un truc sain, c'est un truc innocent. Et en fait, quand ils sont encore là 40 ans plus tard, quelque part, ça prouve que tu es resté la même personne. Quoi qu'il soit arrivé. Oui, c'est clair. Et tu vois, on en parle là à bâton rompu, mais moi, j'ai passé la cinquantaine. Donc ça fait maintenant quand même quelques dizaines d'années que je vis le show business. Ouais. Et il y a des gens dont je sais que ça leur a non seulement tourné la tête, mais ça les a flingués. J'ai mis un petit verre de morceau, il y a une descente en température. Ah, très bien. Merci, docteur. Je pense, mes amis. Très sympa, cette clinique. C'est une clinique, en fait, basée sur le poisson et l'alcool. Et c'est un chirurgien renommé. C'est bien, c'est une bonne adresse. Hein. Non, mais t'as raison. Je pense que le show business, c'est ce qui fait, in fine, quelque part, là, on sait que le bonheur n'existe pas, mais qu'on vit des moments de bonheur. Moi, j'ai la faiblesse de penser et l'humilité de toujours dire que je fais plutôt chanter les gens. Alors, ça fait un peu maître chanteur, tu vois, mais quelque part, quand tu sais à quel point c'est compliqué, difficile, quand les efforts que ça demande de rester au maximum de ta capacité artistique et de te renouveler, de te remettre en question, un terme anglais, de te benchmarker avec ce qui se passe, etc., etc. Et toute la folie que ça peut aussi susciter. J'ai beaucoup de respect pour les artistes, c'est-à-dire qu'on pourrait penser qu'au bout d'un moment, tu es blasé et que tu fais ça en pilote automatique. Eh bien non, c'est l'inverse, quoi. Plus tu connais les artistes, plus tu travailles avec eux, plus tu comprends que le processus artistique est compliqué, il est douloureux, il est malaisé, que ce soit des auteurs, des acteurs, des chanteurs, des cinéastes, et là, tu peux y aller dans la dimension artistique, parce que je pense qu'elle est très, 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 très vaste. C'est compliqué. Oui, puis chacun, aussi proche qu'on soit, je veux dire, chacun est complètement différent, appréhende différemment ce métier quand ça marche très bien ou moins bien. Donc, tu n'es peut-être pas forcément... Il y en a que ça impacte plus que d'autres. Mais c'est pas un hasard si parfois... Mais ça dépend aussi de ta jeunesse, d'où tu viens, et puis de ta capacité, je pense, à être à l'écoute. C'est un métier profondément humain. Si tu n'aimes pas les autres, vaut mieux tout de suite faire autre chose. C'est-à-dire qu'en fonction de ta personnalité et de celle de l'artiste que tu rencontres, il va se créer des alchimies et effectivement, elles peuvent durer ou ne pas durer. Mais quand elles fonctionnent, généralement, il se passe quelque chose. Que ce soit reconnu par le grand public ou pas, il se passe quelque chose. Et si ça dure, alors c'est du bonheur. Nous, on a cette chance, avec Richard, c'est de s'être retrouvés à plusieurs moments de nos vies. C'est génial. Dans des moments qui nous correspondaient à la fois dans notre forme d'existence professionnelle, mais aussi je t'ai vu échapper ton poisson. Tu te foutais de moi, mais t'es pas mieux. Mais aussi de fun à faire quelque chose qu'on aime ensemble. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, au moins on a essayé de faire un truc et on y croyait ensemble et ça nous a permis de voyager. On s'est retrouvés il y a 2 ans, un truc comme ça, à Tanger pour shooter un pilote avec une chanteuse française. On a shooté un pilote, ouais. Oui, bon, ok, c'est limite. On se retrouve là-bas pendant 48 heures. On est dans un riad magnifique tenu par 2 types absolument géniaux et délicieux. J'aimerais les citer pour faire de la pub, mais bon. T'as le droit, on s'en fout. C'est Raphaël qui décidera. On peut, c'est à Tanger.
C'est à Tanger, bon voilà, dans un pays voisin et ami, enfin je crois. Bon bref, on arrive là-bas, on est vu tout de suite comme des journalistes de l'impossible, c'est-à-dire qu'on a la police sur le cul, alors qu'on vient shooter un programme qui s'appelle Capitale Inconnue, dont le projet est d'emmener une artiste ou un artiste dans une ville émergente, un peu en dehors des capitales qu'on connaît, hein. C'est pas New York, Londres, Berlin, c'est des villes qui sont en train de bouger ou qui bougent déjà depuis longtemps. Et ce type-là, Richard, qui a quand même une fibre journalistique, qui même si elle ne s'appuie pas sur des études à Sciences Po, vaut ce qu'elle vaut. Bon, bref, on se retrouve là-bas et on fait tout un circuit où on passe par cette nana qui était mariée avec un gendarme dans les années 70. Mais finalement, elle fait aussi des massages et elle se retrouve à masser les Rolling Stones qui font le premier concert pop. Festival. Un festival. Son mari était colonel de gendarmerie. Voilà, et il a organisé le premier festival pop-rock au Maroc, à Tanger, avec les Stones et Hendrix. Donc quand tu vas te faire masser chez elle, elle s'appelle Farida. Tout ça, c'est génial. Et il y a des photos d'elle avec les Stones, machin. Elle te dit, j'ai massé Mick Jagger. Et t'es à Tanger. Voilà. C'est génial. Le nombre de gens comme ça... Ouais, c'est marrant. Collatéraux. Oui, parce que ça, c'est l'histoire. Les bonheurs collatéraux. C'est l'histoire de la musique et en même temps, c'est des petits témoignages. Ouais, c'est énorme. Et qui ont vécu. C'est comme le mec, un écrivain français qui s'appelle François Bon, qui a écrit un bouquin qui est une sommité sur les Rolling Stones. Et en fait, il a écrit un truc sur les Rolling Stones parce que quand il était petit, je crois que son père travaillait dans une station-service et en fait, c'était en Touraine. Et Mick Jagger a acheté un château. Et donc Mick Jagger s'est acheté pour prendre de l'essence. Bah ouais. Et donc lui, il a plus de, parce qu'il a plus d'essence pour aller dans son château. C'est marrant, je connais François Bon. Voilà, et lui, petit garçon, il a ça comme souvenir. Et donc il va écrire tout un bouquin un peu romancé sur les Rolling Stones et tout. Moi, je me souviens petit avoir demandé une station essence avec un ami de mon frère qui avait une voiture française. Donc j'ai fait signer sur un des trucs qu'il avait parce qu'il n'avait pas de papier, on n'avait pas de bloc-notes dans la poche à l'époque. Ouais. Ni maintenant d'ailleurs. Mais aujourd'hui, on prendrait un iPhone, on le prendrait en photo. Et il y avait Roger Moore qui faisait le plein de sa Rolls-Royce. Donc il était en costard bleu ciel, blazer bleu ciel, Rolls-Royce comme bleu ça, ciel. sur le cou. Voilà. J'étais à côté de Saint-Paul-de-Vence. Il avait sa maison là-bas et c'est le seul autographe que j'ai demandé de ma vie d'ailleurs. Enfin, c'est pas une honte de demander d'autographe, au contraire, mais c'est le seul de personne que j'ai vu à l'époque et que j'adorais parce que moi j'ai toujours adoré James Bond. James Bond quand même. Il était là, James. Et en train de se servir de l'essence lui-même avec son blazer. J'avais 11 ans. Ah, pour toi, à ce moment-là, Roger Moore, c'est James Bond. Ah bah, c'est hallucinant. Et donc, il a signé sur un papier Renault Occasion, Renault Entretien, c'est Renault amicalement Entretien. vôtre aussi. Oui, c'est aussi amicalement. Ouais, amicalement vôtre aussi, évidemment. The Persuaders. Voilà. C'est marrant Le rapport. Non, mais aujourd'hui, justement, ça, c'est un truc qui est génial parce que tu le racontes dans les anecdotes, on a vu des gens. Aujourd'hui, ce qui peut faire un peu défaut, c'est qu'on peut trop voir des gens dans un quotidien qui enlèvent la magie, je trouve, des artistes. Bah non, il y a pire que ça. Il y a des séries comme Validé qui te mettent en immersion. Ah oui. Tu vois ? Ouais, c'est encore différent. Alors après, est-ce que la génération d'aujourd'hui s'en fout de ça ? Moi, c'est vrai que... Mais bien sûr qu'elle s'en fout de ça. C'est-à-dire que là, on parle d'un temps, enfin, c'est pas si loin, c'est vrai, mais on passe pour des vieux en le disant, où en fait, si t'aimais un genre de musique, t'aimais pas celui d'à côté. Oui. Tu vois, moi, je me rappelle de baston en banlieue, entre les mecs qui écoutent du rockabilly, donc les Stray Cats. Ah oui, les Stray Cats. J'invite les auditeurs potentiels à écouter les Stray Cats. Et les punks. Et les mecs se tabassent. Et moi, j'ai juste envie de jouer au foot et je comprends pas, tu vois. Ouais. Aujourd'hui, on s'en fout. On écoute un peu de tout et puis voilà. Et je pense que c'est très lié. On regarde un peu de tout. Moi, j'ai vécu la même chose d'une autre manière où tu vas faire un match contre le racisme en banlieue et t'as les mecs d'à côté qui viennent embrouiller les gars qui nous ont invités pour dire pourquoi vous les invitez, eux, ils se la racontent. Bah non, ils se la racontent pas, ils viennent là pour ils se la racontent parce qu'ils disent que et les autres le prennent mal. Ouais, ils la racontent parce qu'ils sont connus. Ah oui, c'est-à-dire que si t'es connu, donc tu tomberas toujours. Tu peux pas. Si t'es connu, t'es un connard. En banlieue ou ailleurs d'ailleurs, mais toujours le côté. Et les autres disent bah non. Et donc les autres vont taper la gueule de ceux qui sont venus en étant jaloux au final. C'est crétin. Alors surtout crétin, c'est bas du front. Donc ça, moi, je vous parlais tout à l'heure de WeFM, mais je me rappelle de cette époque où Cadmerad, Cadour, il était animateur sur WeFM et tous les ans il y avait la Santiago d'Or
à Ris-Orangis, dans le 91, ok. Et donc on mangeait des merguez, on tapait le football. Il y avait des mecs de maison de disques, des artistes, des mecs de radio, des mecs de presse, et c'était ultra sympa. Et les mecs, on est dans le 91, donc c'est un truc de banlieusard. Tout le monde se côtoyait, mais c'était cool. Il y avait pas de, il y avait la Santiago, les mecs. Moi, j'ai fait un match avec les gens d'IMI, avec mon patron de maison de disques à l'époque me dit t'aimes le foot et tout, donc déjà on avait eu accès à faire des photos au Parc des Princes, donc c'était marrant, le Parc des Princes vide, hein, tu vois, c'était avant le Qatar évidemment. Et un jour il m'appelle, il me dit tu veux faire un match dans le 16e, là on fait un match, nous et puis Attends, Richard, tu joues au foot et des Anglais. Et en fait, non, tu me rassures. non. Et en fait je me retrouve à jouer avec les Worlds Apart. Oh là là, génial, c'est génial, un match avec les Worlds Apart. Tu vois, c'est génial. C'est comme Bob Marley avec les journalistes de l'époque, quoi. Tu vois. Le festival La Route du Rock à Saint-Malo. À l'époque, je m'occupais de Supergrass, qui est un groupe de rock des années 90, anglais. Des mecs fantastiques. Pour moi, c'est un des meilleurs groupes de. Alors, franchement, c'est vraiment vu de ma lorgnette, mais pour moi, c'est un des meilleurs groupes de rock anglais des années du XXe siècle. Et les mecs, quand ils étaient en balance, et en fait, les mecs nous disaient, les gars, c'est bien sympa de faire de la musique, mais le foot quand même. Ouais, le foot. Ah oui. Il fallait jouer. Alors quand il est 16h, que tu es à Saint-Malo, qu'il fait très chaud, et que les mecs ont bu des whisky, on fait tourner des cigarettes empoisonnées, et qu'on te demande de faire du foot, alors que toi tu fais de l'escrime. Les cigarettes empoisonnées. Tu faisais de l'escrime. Ah bah tellement. Génial. Oui, t'étais fort en escrime. Je suis pas très sporco. On a pris le menu 260 plats. Chacun. Dégustation. Midi 19h. Ouais. Ça va être beau ça. Qui tartare de thon et California crevette. On sait pas où on est, on est rue du Dragon dans le 6e, chez Monsieur Lignac. Rue du Dragon. On rappelle pas l'adresse. Alors toi, Fred. Et tu aimes l'Afrique, Fred? Ouais, moi je suis africain à la base de souche, au sud d'Hammamet. Ah oui? Non, moi je suis allé qu'une seule fois au Sénégal. Je suis allé au Maroc et au Sénégal et je connais pas du tout l'Afrique. Tu vois, j'ai vraiment fait que le Nord. Ça t'attire ou pas? Moi j'ai adoré le Sénégal dans le côté de la rigolade et la bienveillance des gens. L'Afrique, un continent. Nous, je pense que ce qui nous a rapprochés aussi avec Richard, parce que là on parle de rock anglais, de football, de foutaise des années 90, mais il y a quelque chose qui nous a profondément rapprochés, c'est la prise de conscience que de l'autre côté de cette mer qu'est la Méditerranée, il y a un continent dont on peut raisonnablement penser qu'il est à l'origine du monde et qui est souvent filmé au ras des mobylettes. Et pour autant, il est en train Et nous, on n'aime pas ça? On n'aime pas ça. Il est en train d'exploser. On nous parle beaucoup de... Enfin, l'actualité est pleine de gens qui s'opposent là-dessus ou qui stigmatisent certaines parties de la population en fonction de leurs origines, bla 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 bla. Ouais. Et nous, en fait, et surtout lui, parce que moi, c'est grâce à lui que j'ai pu mettre le pied là-bas. Et en fait, grâce à ce type quand même, qui est t'as vécu quoi, au moins 10 ou 15 ans de ta vie dans des pays africains. Ah oui, comment t'es arrivé en Afrique? Alors, je suis arrivé en Afrique. Alors, quand il dit vivre, c'est pas, j'y vivais pas de façon continuelle, mais moi, si tu veux, dès cette expérience de je suis numéro 2 au Québec et j'ai 75 mètres carrés comme chambre, très rapidement, déjà, je pète un plomb, je fais une psychanalyse pour me dire merde, en France, j'ai que 10 mètres carrés dans une chambre, tu vois, ça va pas, quoi. Il manque 65 mètres carrés. C'est énorme, tu vois. Ouais, c'est vrai. T'as 24 ans, tu te dis merde, je comprends pas. Et là, tu commences à prendre l'accent africain. Et là, tu te dis, bah tiens, je vais parler bambara. Donc, pour parler bambara, il faut aller au Mali. C'est là que ça se parle. Non, très rapidement, je suis allé faire un voyage pour la première fois de ma vie au Mali, en Côte d'Ivoire, en 99. Donc, je découvre l'Afrique d'une façon un peu vacances avec un pote. J'emmène une caméra. Moi, je suis déjà producteur de musique. Je commence à chercher des sons. Et à la toute fin de mon voyage, mon retour, il est à Bamako. Et on est le 31 décembre 1999. La vraie préoccupation du 31 décembre 1999 pour la majeure partie de la population, c'est de savoir si on va pas tous mourir à cause du bug. C'est l'an 2000. C'est le bug de l'an 2000. Tout va s'arrêter et il n'y aura plus rien. Il n'y aura plus rien. Moi, mon ordi, il marche moins bien depuis 2000 quand même. Ouais, depuis, ouais. T'as le même? Ouais. T'es un ringard un peu, Fred. Ouais. Mais un ZX81, moi. À l'époque, c'était wanadoo.fr, tu vois. À l'époque, c'était Wanadoo. Et moi, je me retrouve le 31 décembre 1999 à fêter l'an 2000 avec des gens qui s'en foutent un peu de l'ordi, du bug. Excuse-moi, ils sont africains? Ouais, ils sont africains. On peut le dire, ça? Ils sont maliens. On peut le dire, ça. Oui, on a le droit de dire. Ils parlent bambara. Et le 1er janvier 2000, je vais... Je vous respecte énormément. Donc, merci. Merci beaucoup.
Merci. Peut-être qu'on fait une pause. Ah oui, vous avez le droit de boire. Hein, pendant Non, mais une pause, on trinque. Ah, je suis pas sûr. Ah, ok. Bon. Les gens aiment pas trop quand c'est trop. le les gens bruit. sont trop proches. Ah oui, ouais, pardon. les gens s'entendent bien, ça marche pas trop en ce moment. Bon, bah écoute, on perdra préférerais des gens, qu'il y ait c'est pas des- grave. Hein. Bon, je me retrouve dans un maquis le 1er janvier 2000. Le maquis, attends, c'est Ok. rapport à ce qu'on mange ou- Un maquis, non, bon, un maquis africain. Ouais, ça C'est-à-dire dérape qu'il y a les maquis complètement. japonais et les maquis africains. Moi, je connais que le Corse. Hein. Et là, je vois un groupe de musique qui joue de la musique afro-cubaine. Et je me dis, tiens, c'est marrant, en Afrique, ils jouent de la musique afro-cubaine. Je connais ni la musique africaine, enfin pas beaucoup, ni la musique Tu te dis afro-cubaine. pas, c'est marrant, il y a des gens qui jouent alors que c'est le bug de l'an 2000. Ah, tu sais, ils jouent, c'est roots, hein, ils n'ont pas besoin de, tu vois. Et parmi ces gens, sur ma droite, visualise, hein, c'est une scène de cinéma. Sur ma droite, il y a un flûtiste qui, lui, se déhanche un petit peu comme un cubain. tu Avec vois. un costard de cubain. Avec un costard de cubain. Et moi, je me dis, tiens, c'est Def. marrant, ce mec. Tu vas voir, l'histoire va très loin parce qu'en fait, on en arrive à aujourd'hui. Et je me dis, tiens, c'est marrant, ce mec, on dirait pas un Africain, on dirait plutôt un Cubain. Mais vu que je suis pas allé à Cuba, je sais pas s'il est cubain. Et à la fin du set, je vais le voir, je lui dis, mais c'est marrant, on fait de la musique afro-cubaine ici. Il me dit, ouais, nous, on aime beaucoup la musique afro-cubaine. Et moi-même, je suis parti à Cuba dans les années 60 pendant 10 ans. Ok. 1er janvier 2000. Donc là, tu tapes pas malien qui est parti à Cuba dans Google. Ça marche pas. Tu vois, à Ah l'époque. oui, à l'époque, on pouvait pas le faire. Et puis je me dis tiens c'est marrant son histoire, c'est quoi ce mec qui part à Cuba là Ah, il est dis ça le lendemain, non il est ouf quoi tu vois. Tu sais après c'est les questions que tu te poses, hein, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Donc tu essaies d'apprendre le bambara, enfin bref. Et puis à un moment je le retrouve 2 jours plus tard et en fait il me raconte une histoire assez dingue. 10 étudiants maliens sont partis de 1964 à 1973 à La Havane pendant 10 ans pour recevoir une formation de prof de musique entre le Cuba c'est et ouf. le Mali socialiste. Donc ça nous rapproche de plein de choses. Ça nous rapproche de... Je vais essayer de faire court parce que non, mais- c'est 20 ans de ma vie. Hein. Ça rigole pas et tout. C'est-à-dire qu'il jouait au foot en se prenant pour un mec de Manchester chez EMI. Avec les Worlds Apart. Avec Worlds Apart, il boit des coups c'est ça, ouais. en Afrique. Slash Bambara. C'est le clash Slash Cuba. dans l'an 2000. Et bim, il tourne africain, quoi. C'est Slash- Scipion l'africain. Et donc ce mec me raconte cette Et il histoire de raconte son dingue. histoire. Et en fait, Ouais. attends, Non, mais excuse-moi, attends, Richard, voilà. parce que je sais que tu le fais trop bien, mais tu le fais en dehors de ça. Mais c'est Buena Vista Social Club en vrai. Slash C'est pas- Sugarman. C'est pas. Oui, Sugarman, j'ai vu d'ailleurs. Mais Sugarman, c'est en vrai, Donc, Richard. si tu as aimé Sugarman, Ouais. Sugarman, c'est en vrai aussi. C'est Ouais, une vraie Sugarman. histoire d'un vrai mec. Magnifique. Voilà. Mais Bon, là, c'est comme il passe 10 ans à La Havane, le Mali. Toi, tu tombes sur lui. Moi, je tombe sur lui. Je suis producteur de musique, donc tout de suite, mon œil va sur lui et je filme cette rencontre. Et le mec me dit voilà, on a fait un groupe qui s'appelait Maravillas de Mali. On a Les eu un merveilles énorme du Mali, tube, hein. c'est un des 5 plus gros tubes de la Tu musique parlais très bien. africaine. Et on a vécu 10 ans au Mali, on a joué avec les plus grands musiciens cubains. On est les premiers musiciens d'Afrique de l'Ouest à écrire la musique, on n'est plus dans l'oralité. On s'est joué de plein d'instruments à la fois. Et quand on est rentré, il y a eu un coup d'état militaire et on a été accusés d'être des communistes. Et donc le groupe a été brisé. Et moi, entre 99 et 2010, je vais filmer pendant 10 ans et je vais retrouver 5 témoins de ça. Et je vais Les mettre autres 20 sont ans morts. à faire ce film, qui est un disque, un film, une expo et des concerts. Et je ramène en 2016 le dernier survivant des 5 mecs que j'ai rencontrés, parce qu'ils sont tous morts. Je les ai tous filmés pendant 10 ans et je le ramène à La Havane 50 ans plus tard. Il va retrouver les mecs de Oh Cuba à là là, l'époque. ça fout des frissons. Ça fout- Ah ouais. non, mais je te jure, vois le Ouais. film. Viens voir le Ouais, film. bien sûr. Ça, franchement, il te Et, retourne la tête, quoi. Et donc voilà, et donc si tu veux, le 16 septembre 2020, mon film est sorti. Et j'ai mis 18 ans pour le faire. J'ai mis 15 ans pour le monter. Je suis allé à Cuba, j'ai retrouvé la bande de leur disque original. Que voici. Mais entre-temps, tu faisais d'autres choses en plus. Oui, je faisais toutes les... Entre-temps, il faisait des trucs avec moi. Moi, Voilà. j'étais là. Avec une dédicace pour toi du dernier survivant. Bon Câlin Maïga, un des plus grands T'as vu comme, producteurs. franchement, tout ça est complètement improvisé. Ça, c'est la évidemment. bande originale du film avec les enregistrements qu'ils ont fait dans les années 60 à La Havane. Et il y a, Non, mais attends, est-ce il y a qu'on peut parler Morikante, la star, voilà, il a enregistré un titre, il était sur scène avec eux avant de mourir. Il y a le chanteur d'un groupe de hip-hop cubain qui s'appelle Roldan González, du groupe Orishas. Ouais. Et donc en fait là, si tu veux, mon film c'est 60 ans d'histoire, 20 ans de tournage, et ce disque c'est 55 ans de musique. C'est-à-dire que dessus, tu as les premiers enregistrements qu'ils ont fait. C'est le premier et le seul groupe africain, afro-cubain de l'histoire. C'est les seuls Africains qui se sont mesurés aux plus grands musiciens cubains. Ah, d'accord. Voilà, Le partenariat, il est fou à la base. C'est quoi? C'est de gouvernement à gouvernement? exactement. C'est dingue. L'Afrique des années 60, Patrice Lumumba, Sékou Touré en Guinée, ils en ont ras-le-bol des Blancs, ils en ont ras-le-bol d'être colonisés, donc ils demandent l'indépendance. Et ils vont l'avoir.
et ils vont la voir, ça va faire un effet boule de neige. Et donc la tentative, si tu veux, de décolonisation se fait par une expérience dite de la troisième voie, c'est-à-dire un socialisme à l'africaine. Ce socialisme à l'africaine, il peut que marcher que si tu as des accords et des échanges avec la Tchécoslovaquie, la Russie, la Chine et Cuba. Et parmi ces échanges, il y a des mecs comme le réalisateur de Timbuktu qui est allé en 1980 à l'université Patrice Lumumba faire ses études de cinéma. Tu as des Soudanais qui sont allés là-bas. Et moi, tu as mes gars qui sont les seuls musiciens d'Afrique qui sont allés à Cuba. Et ces mecs, si tu veux, ne partent pas à la Havane pour faire un groupe de musique. Hein. L'histoire est encore plus dingo. C'est-à-dire qu'ils partent pour être profs de musique. On leur apprend à être prof de musique et ils rentrent au bled après. Mais Richard, attends, il y a un truc qui est frappant dans ce que tu me dis là, je viens de le réaliser maintenant parce que je suis ton histoire depuis assez longtemps. Je suis ton attaché de presse. Mais ils sont comme toi. C'est-à-dire qu'en fait, ils arrivent à la Havane et on les reçoit dans une villa, on leur donne des costumes, on leur donne des moyens et ils existent enfin pour ce qu'ils sont, à savoir des musiciens, des mecs qui ont cette culture ancrée en Afrique. Ce que je veux dire, c'est que c'est un groupe mythique, si tu veux, qui est complètement maintenant, jusqu'à. C'est la politique qui a fait ce groupe. Et le groupe a fait, la politique a fait ce groupe. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la décolonisation, s'il n'y a pas un président qui s'appelle Modibo Keïta, dont on vient de fêter les 60 ans de l'indépendance du Mali, là, il y a 2 jours, ce groupe n'existe pas. Moi, j'aime bien l'histoire que tu racontes en parallèle où les mecs, ils parlent pas espagnol. De 7 régions différentes du Mali, qui envoient une lettre de motivation au gouvernement malien et qui disent nous on a envie d'aller à Cuba apprendre la musique. Ils n'ont jamais fait de musique, ils sont sélectionnés, ils partent en janvier 1964, ils passent par Zurich, ils découvrent la neige, ils n'ont jamais vu la neige. Ils arrivent à l'hôtel intercontinental de Prague parce qu'il n'y a pas de liaison Bamako-La Havane. Et là, ils claquent tout leur fric et parce qu'il y a une semaine où l'avion il est en panne. Donc en fait, ils jouent ensemble. Et donc, ils découvrent le plaisir de jouer ensemble. Leur vrai langage commun, ça devient la musique. Et ils arrivent en 1964 à La Havane et les Cubains, qui sont tous des esclaves venant d'Afrique, leur demandent, donc c'est une espèce de double vision, si c'est pas hyper dangereux de vivre au milieu des lions et des gazelles dans la jungle. Et si les costumes qu'ils ont là, on leur a pas donné à l'aéroport. Donc les Cubains les prennent pour des sauvages. Et les mecs, 1 an plus tard, ils parlent espagnol, ils jouent comme eux. Et Fidel Castro et Che Guevara vont faire le symbole des relations entre Cuba et l'Afrique. Ce groupe va devenir numéro 1 à Cuba et numéro 1 dans toute l'Afrique. Et leur destin est brisé par ce dictateur qui va arriver en 68 et eux vont être rapatriés en disant voilà, vous rentrez, maintenant ça suffit, blabla. Ils les rabaissent, ils les ramènent. Et de ce mec-là, de ce retour, si tu veux, il y a un mec qui va dire moi, j'en ai rien à secouer, j'ai pas fait 10 ans d'études à la Havane pour être un pauvre prof à la con, payé une misère. Il s'est cassé en Côte d'Ivoire, il a volé son diplôme, il est devenu un énorme producteur, il a produit Alpha Blondy, Myriam Makeba, Manu Dibango. Et c'est le mec c'est lui là en photo. C'est lui. C'est le mec que je ramène à la Havane. C'est le maestro. Il a réussi à se barrer, à échapper. Et c'est devenu une sommité en Afrique. Hein. C'est comme si tu faisais un doc, si tu veux, sur Quincy Jones et son groupe dans les années 60. Et moi j'ai tout filmé. C'est ouf. Et donc toi, tu étais toujours partagé entre les deux, entre ta vie en France? Oui, c'est-à-dire comme moi, si tu veux, quand tu fais 20 ans sur un projet comme ça, que tu fais les musiques de pub, que tu fais les machins, que tu autofinances ton projet. Mais c'est ouf même d'avoir gardé ton truc sur le coup, quoi. Quand tu vas voir le film, ça raconte ça. C'est-à-dire que le film, c'est leur histoire. Et ça, il sort au cinéma? Non, mais cette histoire, elle est sortie la semaine dernière. C'est sorti au cinéma. Ouais. Et là, tu vas le vendre. Je le vends partout. À Netflix et tout ça après là. Là, tout le monde le voit là. Parce qu'en fait, Canal l'a acheté. Canal l'a acheté déjà. TV5, Cinémonde, il a été acheté par tous les instituts français. Il sort aux États-Unis en février. On a fait plein de festivals déjà. C'est ça la satisfaction d'avoir une histoire qui tient tellement à cœur, qui raconte tellement de choses de toute la vie en général. Moi, là, on parle de nos vies, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Toi, tu racontes Roger Moore, lui il raconte ses entretiens. Moi, je te raconte ma vie de petit mec à Orléans et tout d'un coup, en 99, je tombe là-dessus. Et ce truc change ma life. C'est la quête d'une vie. Ce qui est fou, c'est d'avoir eu cette connexion avec les gens où du coup, tu restes avec eux, tu continues ça. Il y a plein de gens qui auraient dit « Ah bah merci, je suis super content de vous avoir rencontré ». Moi, je ne suis pas rentré dans un délire, je suis ni journaliste ni réal à l'époque. Et donc, je ne suis pas en train de faire un sujet sur eux. Je suis pas en train de faire un programme sur eux. Moi, je veux les remettre dans l'histoire. Je suis producteur de musique. C'est comme si je tombe sur une pépite en banlieue parisienne qui a une super voix. Où je me dis, cette gamine, elle doit exister, elle doit être montrée. Eux, c'est des vieux mecs, je me suis pris les tartos. Ça te met un espèce de... En plus, le mec avec qui tu as travaillé, le maestro, là, Sylvestre,
il t'a quand même mis des gros taquets au début. Ouais, au hein. début, il voulait pas. Il te prend pour une trompette. Le au mec, début. il est riche, il a une émission sur TV5 qui fait 20 millions marche en d'audience. Afrique, quoi. Qu'est-ce qu'il en a à branler de voir un petit blanc qui a 30 ans qui débarque et qui lui dit, mec, on va remonter ton groupe des années Mais 60. tu vois, parce que Richard, j'ai vu attends, tes il y a un potes. truc qui est au-delà de ce que. Alors, tu vois, t'es tellement Mais là, faut dedans. pas l'abîmer parce que. Non, Ouais, bah, tu tu peux vas le mettre un peu garder. de sushi J'espère que tu dessus, hein. l'écouteras. Hein. Bah, bien Il y a ce sûr. morceau qui s'appelle Rendez-vous chez ce soir chez Fatimata. Et je te jure, c'est une bombe. Voilà. Et ça, l'album derrière, on l'a sur toutes les plateformes aussi. Il est déjà disponible Ah, partout. voilà. Oui, t'as tout. Moi, ce qui me touche On va boire énormément un dans petit ton coup. histoire, Vous Richard. voulez remanger un petit truc ou pas? Non, mais je vais reboire un coup par contre. Non, c'est Bah, bien, très bien, on a très assez bien. mangé, assez mangé. Ouais, franchement, ouais. Ouais. Oui, dessert après. Il y a un ouais. truc Ouais, qui vaut me mieux touche qu'ils aient énormément fermé, dans parce ton que histoire, c'est ça, le c'est que problème. Non, mais ouais, sinon ça arrête C'est plus. vrai. Hein. c'est que tu arrives comme un blanc et à la fin, et pour être venu. Tu es un noir. Bah non, tu parles Oui, pas non, mais c'est vrai. Oui, bon, Non, tu sais, on peut- mais c'est vrai. il n'y avait pas d'usurpation de blanc à noir, mais en revanche, tu es considéré comme quelqu'un qui va aider l'émergence d'une forme d'expression artistique, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit à Cuba. Voilà, ça. Et ça, moi, ce message-là, je le trouve assez intéressant, en fait. Et ce qui est fou aujourd'hui, dans le bon côté de notre époque, c'est que là, je suis en train d'écouter le podcast et je dis, allez chercher sur les plateformes Africa, Mia. Le lien, il est clair, oui. Tu le trouves. Tu l'as, et on va donc le ça veut faire. dire qu'après le On va le podcast. créer, Non, on mais va donc- faire un lien interactif. Qui Mais dira- même sans ça, non, mais tu peux aller l'écouter après. Mais oui, Bien Tu sûr. vois, avant, on Va n'avait pas écouter, ça. rendez-vous Non, et ce puis soir t'as chez mais non, Fatimata. mais moi quand je commence. Et en plus, après, tu peux aller voir le doc. Non, mais attends, Et Richard, puis t'as des rendez-vous clips. Il y a des rendez-vous clips chez Fatimata, que j'ai Richard. shooté et tout. Raconte cette histoire. C'est un tube. C'était un tube Oui, avant d'en rendez-vous mettre chez, un. c'est mon meilleur attaché de presse. Ah, mais je suis désolé, j'adore Non, mais cette histoire. voilà. Non, mais c'est Incroyable, une c'est c'est une histoire passionnante que j'ai ramené beaucoup de gens et en fait pendant des années j'ai pas réussi à le faire financer et à le vendre, que ce soit Canal, Universal et tout ça, parce qu'en fait j'étais très proche de Buena Vista au début des années 2000 et les gens, il y a eu beaucoup de docs qui ont été faits sur des groupes un peu comme ça et tout ça. Il faut savoir, je raconte une anecdote qui est assez importante. Il faut savoir que l'idée de Buena Vista en 96 de Wim Wenders et Ray Cooder, c'est de faire venir des musiciens maliens qui ne sont pas les miens, qui sont des musiciens maliens un peu connus, Qui sont pas ceux-là. à Cuba pour faire un album de musique afro-cubaine. Mais les Maliens en question n'ont pas leur visa. La prod du film et du disque étant engagée, Ray Cooder et Wim Wenders vont aller trouver les gens qui vont constituer le Buena Vista. Donc la plus grosse vente de world music en disque et la plus grosse entrée de world music au cinéma, c'est fait sur un malentendu. Tu comprends ? C'est un programme de commande. Et moi, si tu veux, C'est pas une vraie histoire. c'est comme si j'avais le préquel. Bon, vas-y, on va C'est-à-dire voir que les moi, images. Oui, toi, t'as le c'est-à-dire que préquel. moi, Ah, j'ai les génial. vrais Ouais. Maliens qui sont Et partis t'as à pas les Cuba. jetons, Richard Et j'ai, non, j'en ai rien à On secouer. va voir les avocats de Ray Cooder sur le dos, là. hein. Non, tu peux pas avoir c'est une autre histoire. Et moi, j'ai Moi, j'ai un l'histoire couteau. géopolitique, quoi. J'ai guerre froide, la guerre froide. Ben oui, ah oui, la guerre froide. Regardez pour ceux qui ne savent pas, parce qu'il y a des Exactement, gens la jeunes guerre qui ne savent froide, pas ce que c'est c'est que la guerre froide. Les fusées, c'est Khrouchtchev, c'est ceci, mais la guerre froide, c'est aussi l'Afrique. Ouais. C'est aussi l'Afrique avec les rapports entre l'Afrique et Cuba, quoi. Les mecs te racontent dans le film qu'il y a une délégation de voitures qui est arrivée à 2h du matin. Il y a un mec qui te dit dans le film, il a plus de dents, il a des lunettes, je le retrouve à la campagne, et il te dit, je vous ai pas raconté la Fidel Castro. 2h du matin. Ils sont arrivés 2h du matin avec Che Guevara. Voilà. Moi, j'ai vécu avec eux, si tu veux, j'étais même plus ont dans le fait rapport. danser Fidel et le Che, c'est le quoi. groupe qui a fait danser Fidel et le Che, quoi, tu vois. Donc En tu racontes une histoire du Mali, tu racontes une histoire de l'Afrique, tu racontes une histoire de la guerre racontes froide, 60 tu ans racontes d'histoire. voilà. Et voilà. Ouais, c'est comme Bob Marley avec les deux opposants au Jamaïque qui se Exactement. serrent la main sur le concert. Alors que lui, il est quand même en prise d'otage. Voilà. hein. Et voilà, et lui, il est au milieu. Ouais. Tu dis Il est là, en il y a un prise truc. Et mon prochain va doc, plus c'est loin, quoi. c'est sur Bob Marley. Eh ben, ouais. mince, Ça quelle s'appelle transition, Africa Fred. Unite. Tu vois, je savais Fred, pas. faut que tu fasses de la radio ou de la télé, hein, attention. C'est en Afrique, sur les voyages africains et comment il a joué et été instrumentalisé par Omar Bongo et Robert Mugabe au Zimbabwe. Il a fait 2 concerts en Afrique, que pour des En fait, dictateurs. Richard, ce qu'on est en train de dire, mais c'est intéressant parce que je pense que ce sera peut-être un fil rouge de ce podcast, c'est qu'en fait, la musique, il n'y a pas plus... Si, il y a la photo, Ouais. mais dans les moyens les plus anciens de traduire ce qui se passe dans une société, quelle qu'elle soit, en temps réel, c'est le son et l'image, la musique et la photo. Voilà. Là, tu viens de raconter tout un pan d'histoire. J'en ai fait une expo aussi aux Rencontres d'Arles en 2016 avec 80 photos de Mais l'époque tu te rends bien africaine. compte, Fred, je sais pas quel âge tu as, mais je te donne à peu près On 28 n'a ans. jamais su mon. Ouais, à c'est peu plus, près, 29. 29 Enfin, peut-être. je peux juste te dire que dans 4 ans, j'aurai 30 ans et je vais faire Une C'est grosse ça, fête, une une grosse grosse fête, ouais. putain de fête. C'est bien ce qui me une semblait. nouba, Tu as 28 ans. Ah, mais t'as pas 26 ans, tu dis une chouille, une nouba. Chouille. Ben ouais, c'est C'est bizarre. pas possible. Ah non, Ouais, attends, 26 ans, c'est tu dis étrange. chouille, une nouba. Ouais, T'as pas ouais. 26 ans, mon grand. Les mecs, une surboom. Ouais, je les connais arrête. pas. Bon, bref.
tout ce qu'on peut dire. Je vais faire une surprise partie dans 4 ans. Quoi? Regarde, t'étais en retard. Pourquoi t'étais en retard? Pourquoi j'étais en retard, d'ailleurs? Tu flippais de quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est passé. Vu ce qu'il a vécu. Non, parce que c'est important qu'on parle de ça aussi. Ça fait partie de notre histoire. Toi, quand t'étais à Bamako, t'es passé à ça, d'un truc qui aurait pu faire qu'on ne soit pas là tous les deux, tous les trois. Oui. Voilà. Ok. Enfin, toi, t'étais où, toi? Non, mais je fais le lien avec les attentats. Parce que là, aujourd'hui, on se retrouve là. T'arrives en retard parce qu'en fait, voilà, on est dans l'actualité. L'actualité, c'est celle-là. C'est celle. C'est pas. Tous les trois, on a un truc commun, c'est qu'on s'est retrouvés quand même pas loin. De moments lui, où c'est ça le plus proche. Lui, il était au Bataclan. Et où en fait, notre vie est en danger pour des événements. Moi, j'ai retrouvé le dernier survivant en 2015. Ça fait 5 ans que je l'ai pas eu au téléphone. Et je l'appelle et je lui dis putain, j'arrive à Bamako dans 3 semaines et j'ai des bonnes nouvelles. Et je ne veux pas lui dire ce que j'ai comme bonnes nouvelles parce que je lui ai tellement dit plein de fois que j'essayais d'avoir des bonnes nouvelles. Et voilà. Et au son de sa voix, je me dis qu'il est mûr, qu'il est prêt, quoi, tu vois. Et je pars le 17 novembre 2015, 4 jours après le Bataclan. Je le rencontre et 3 jours après, le 20 novembre, il y a l'attentat à 500 mètres de mon hôtel à Bamako. Ah oui. Donc je me retrouve dans une espèce de truc hyper bizarre de sensation où tu as laissé tes potes, la famille, où tu te dis j'arrive là sur un projet sur lequel j'ai passé 15 ans et tu te dis bah c'est super et ici en gros il peut rien arriver. Et je me retrouve dans ce à Bamako, dans ce truc, il peut rien arriver à Bamako. Mais à l'époque non. Mais bien sûr en plus non. tu savais que parce que toi tu étais au Bataclan. Moi j'étais au Bataclan. Ouais. Tu savais qu'il y était, tu avais appris ça. Dès le samedi Oui, on était déjà ensemble. Quoi. On travaillait sur des projets déjà, si tu veux. Je savais qu'il était fan de rock. Et j'ai un moment, j'étais à Eagles of Death Metal au Bataclan. Ouais. Et tu le savais, Richard. Moi, mon chef de projet. Enfin bon, bref, on va pas parler du sujet qui, voilà. Aussi, on peut en parler en fait. C'est un sujet d'actualité. On est en plein procès de Charlie. Ce qui s'est passé tout à l'heure, qui t'a mis en retard. Ce type qui se met à poignarder des gens parce que, je vous rappelle quand même qu'en ce moment, la DRH de Charlie Hebdo est menacée de façon violente. Là, on est en train de vivre encore et je pense qu'il faut qu'on s'y habitue. On va vivre ça pendant peut-être le reste de nos vies d'adultes. Et pour ceux qui ont la chance d'avoir des enfants, la chance, je sais pas, mais en tout cas, nos enfants aussi vont le vivre. Donc voilà, oui, c'est un sujet d'actualité. J'étais au Bataclan. J'ai échappé aux balles des Kalachnikov, je sais même pas comment. Encore maintenant, je m'aperçois qu'il y a des choses qui ressortent parce que là, il y a les procès, etc. Mais tu as vécu ça, tu as échappé à un attentat meurtrier à Bamako. Toi, il y a encore quelques heures, tu étais dans le quartier où des mecs poignardaient d'autres mecs pour des choses qui nous échappent complètement. Alors que, tu vois, tout ce qu'on vient d'énumérer depuis tout à l'heure, on parle de pays qui sont d'obédience musulmane en Afrique, d'autres qui sont chrétiens à Cuba. On parle de quelque chose qui nous dépasse complètement. On parle de musique, d'une forme d'expression qui dépasse les cultures, les religions, les aventures humaines des gens qui On est dans autre chose. Ensemble. On est dans totalement autre chose. On est dans des gens pour qui c'est leur vie, c'est leur mode de vie, quoi. Tu leur supprimes ça, leur vie, elle est réduite à néant. Moi, c'est la même chose. Ma vie, ça fait maintenant plus de 30 ans que je travaille dans ce secteur-là. Si je faisais autre chose aujourd'hui, je ne sais pas ce que je ferais. Si, je pourrais être péagiste, mais si seulement un Belge vient m'interviewer pour faire le con sur une télé, mais c'est la seule raison, quoi. Enfin, bon, bref. Moi, je suis d'accord. Donc voilà. C'est vrai que ça nous dépasse. On n'a tellement pas été éduqués là-dedans, on a tellement été dans ça nous toutes dépasse ces cultures, très large. tous les gens différents. Mais le Covid, c'est de la science-fiction. Mais c'est marrant de dire ça, parce qu'effectivement, c'est une forme de le Covid, tu sais, jusqu'à présent, c'était bon pour les Noirs ou pour les Blacks ou les Africains. Tu vois ce que je veux dire? Ça peut pas nous toucher. Nous, on est au-dessus de ce truc. Non. La force de ce type, ce Richard Minier, je redis, il s'agit de Richard Minier. Richard Minier. Oui, c'est ça. C'est que ça dépasse très largement Orléans, l'Afrique, l'Asie, des clivages sociétaux, des clivages religieux. C'est un truc de vie, profondément de vie. On s'est retrouvés dans des situations, et encore, on n'en a pas vécu beaucoup ensemble, qui soient aussi dramatiques que celle du Bataclan. Et tant mieux, Richard. Vraiment tant mieux. Je t'aime, mon frère. Vraiment tant mieux. Mais pour autant, pour moi l'avoir vécu, et pour avoir longtemps fait l'impasse, parce que c'est tellement d'une violence absolument. Ouais, ça nous dépasse. Mais non, mais
tu vois, regarde, là, moi, ça m'intéresse, ça me touche forcément. Je vois le procès Charlie ou Hyper Cacher, et je vois un peu les gens qui expriment maintenant, donc 5 ans après, des choses qu'ils n'ont pas été capables d'exprimer sur le moment, parce que ton cerveau fonctionne comme une boîte noire, et la boîte noire, parfois, il faut la repêcher au fond de l'océan. Là, c'est comme ça. Ouais. Et là, ils sortent des choses. J'ai entendu cette femme qui dit, en fait, c'est tellement improbable pour moi qu'il a fallu que je me tatoue sur le bras cette scène du radeau de la Méduse, je crois que c'est le radeau de la Méduse, pour avoir sur le bras ce que mon cœur ne peut pas supporter. Et je trouve c'est à la fois poétique, à la fois joli et à la fois dramatique, parce le nombre de gens qui ont vécu ça, et je les connais pas, hein, pour beaucoup je les connais pas, mais c'est mon choix, et qui essayent d'exprimer d'une façon ou d'une autre, en aidant d'autres gens, en faisant d'autres choses, en étant quelque chose qui les dépasse largement. Un phénomène sociétal qui, je pense, et c'est malheureux, on est 5 ans après, quelque part, c'est quelque chose qui est devenu, c'est arrivé, quoi. So what? Oh ouais, non, moi, je pense. On se rend pas compte que ça peut de nouveau arriver, que c'est pas un phénomène isolé, que quand des caricatures sur Mahomet ressortent à cause du procès, eh bien, il y a de nouveau des exactions, qu'il y a encore des gens, et notamment des femmes, qui se battent bec et ongles et qui lâchent rien, qui ont un courage, pour moi, ultra respectable, hein, qui ont des balls d'acier et qui n'ont pas peur d'affronter... Oui, non, mais après, on est quand même vachement dans des... Enfin, quand t'as pas été éduqué comme ça, moi j'ai été éduqué en voyant plein de gens différents, que tu sois gitan, chinois, pakistanais... arabe, noir, ce que tu veux. Moi, c'était mon quotidien. Sur la gueule, Fred, on va pas te dire. Rissorangis, c'est une fête. Voilà. Non, on va pas te dire ça. On va pas se focaliser sur la personne. D'ailleurs, si demain tu t'embrouilles avec quelqu'un, tu diras tiens, c'est un mec avec qui tu t'es embrouillé. Oui, c'est un connard parmi tant d'autres. Un connard, il y en a partout. Et en fait, c'est ça qui est étonnant. C'est très, en même temps, quand tu as des faisceaux comme ça qui se répètent à certains endroits, et enfin, franchement, c'est dommage d'en arriver là, mais même l'art prend compte de ça. C'est-à-dire que l'art, dans sa fonction business, fait attention au fait qu'il faut cocher des cases. Pour moi, l'art ne devrait jamais cocher des cases. L'art doit trouver son public. Et parfois, excusez-moi, mais la musique punk n'a jamais trouvé un public. Elle a juste trouvé des gens qui, à un moment donné, en avaient marre de quelque chose et qui l'exprimaient, qui se sentaient représentés par une forme d'expression. On retrouve ça en cinéma, on retrouve ça en peinture, on retrouve ça dans plein de modes d'expression. Est-ce que ça va, Fred ? Non, mais tu as raison, c'est vrai que moi, des fois, j'ai l'impression d'être quelqu'un des années 70, de toute cette insouciance. Qu'est-ce que tu écoutes comme musique, Fred, toi ? Et peut-être que tu es quelqu'un des années 70. Mais je crois que je suis né dans les années 70. Est-ce que c'est grave, ça ? Non, mais dans les contacts, dans le rapport avec les gens. C'est-à-dire qu'on aime bien passer du temps avec les gens, on aime bien boire un coup, on aime bien manger. Ça, Fred, je peux pas les partager. Donc, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit qu'en gros, en fait, finalement, dans la vie, qu'est-ce qui est intéressant ? Qu'est-ce qui nous anime ? Les relations avec autrui, apprendre, désapprendre, les histoires, le voyage. Pas forcément amis toute une vie, on peut se revoir très longtemps après. Chacun a des virages à prendre et prenez les virages. Ne soyez pas choqués parce qu'un tel prend le virage et vous étiez resté en ligne droite. Pourquoi ? C'est ça. On devrait dire à l'autre, oui, t'as pris le virage, c'est pas cool. Essayez de résumer. Restez éveillés, les gars. Restez éveillés. Allez, à l'écoute de l'autre. À chaque période de vie correspond des évidences. Et parfois, les événements accélèrent les évidences. Voilà. Moi, je crois en un truc, pardon, je te coupe, c'est que la cohérence avec soi-même. Oui, c'est ça, être soi-même. C'est-à-dire que quand tu fais des trucs à contre-cœur ou pour ou parce que... Est-ce que ça t'est déjà arrivé ou pas ? Ça m'est arrivé très peu de fois et à chaque fois, t'es très déçu. Ça arrive aussi. Ouais. Dans une vie, ça arrive. Oui. Non, mais c'est pas... Non, mais t'as dit un truc intéressant, c'est qu'à un moment donné... Mais c'est un temps. Le tout, c'est que c'est un temps. Bien sûr. Mais ça peut pas être... parce qu'à chaque fois, voilà, il va me faire chier. Tiens, faisons comme ça parce qu'à chaque fois, on a... Non, on est là, Je pourrais en faire une, moi. Non, moi, on en ferait une après. Parce que je t'aime bien, toi. Moi aussi, j'essaie de poser le compte quand même, Fred, c'est important ça. Tu es très stoïque. Je pense que autour de... Enfin, tu vois, on se ment pas, on se parle en vrai. Je pense que tu es quelqu'un de vrai. Tu es à la fois... Tu as une dimension dramatique, une dimension humoristique, tu es humain et tu reflètes quelque part une partie...
Oui, mais je pense, c'est pour ça. Oui, c'est ça. Je te dis, moi, je te reconnais comme un des nôtres. Il y a un truc comme ça. Un des nôtres. Oui, c'est important ça. Un des nôtres. Pour moi, c'est important. Ouais. Bien sûr. Quelque chose de vrai, qui marque un moment. Et on ne sait pas si ce moment sera encore vrai dans 10 ans, 5 ans. Voilà. C'est pour ça que je parlais de la cohérence ou d'être bien dans sa peau. Oui, oui. Bah, en tout cas, il y a des fois, on fait des virages peut-être un peu forcés. Mais tu et l'important, c'est en fonction des coups que tu te prends dans la gueule, Exactement. Les virages que tu prends, tu les prends en entrée de virage ou en sortie de virage. Et parfois, tu laisses un peu de gomme pour garder l'image. Forcément. Voilà, c'est comme ça. Mais toutefois, ce qui reste, c'est la capacité à écouter les gens, à les observer en vrai pour ce qu'ils sont et pas pour ce qu'ils voudraient paraître. Ouais. Et finalement, ceux qui voudraient paraître, tu les regardes plus. Et tu regardes ceux qui sont. Et tu découvres quelque chose d'autre que ce qu'ils sont en vrai, ce qu'ils sont au-delà de ce qu'ils voudraient montrer de ce qu'ils sont. Ben voilà, et ça, c'est touchant. Okay. J'allais dire, il faut finir sur une phrase un peu, une sorte d'adage. Je finirai là-dessus. En mode avion est une création originale Engel, présentée par Fred Testo. Production Engel et Cocojet. Ingénieur du son, Paul Fourrure. Production Raphaël Fruchard et Clémence Friès. Réalisation Raphaël Fruchard. Coordination de production, Alix Pénichon. Abonnez-vous à votre podcast En mode avion sur votre plateforme d'écoute favorite pour ne manquer aucun épisode.